Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans CSP Time numéro 31 que nous enregistrons aujourd'hui dans les locaux du Populaire du Centre avec notre invité cette semaine, c'est Cyril Siksik. Cyril Siksik, l'entraîneur de Fétia, l'équipe féminine de Fétia, qui va donc nous accompagner pendant toute cette émission. On s'intéressera à vous, et bien sûr, et puis à toute l'actualité du CSP, comme le veut le principe de cette émission. Et pour nous accompagner donc durant ce CSP Time, eh bien les journalistes du Popu, à ma droite Jean-Christophe Bourdin et Kevin Cao. Merci messieurs d'être avec nous. Alors au sommaire de ce CSP Time, eh bien, nous commencerons par revenir sur la rencontre de lundi soir du Limoges CSP face au Mans, rencontre qui a vu Limoges l'emporter 91-81. Dans le deuxième quart-temps, nous nous intéresserons à notre invité, donc Cyril Siksik. Nous parlerons de son parcours d'entraîneur. Et puis dans le troisième quart-temps, ce sera le temps du débat, débat que nous aborderons donc avec nos invités. Dans le quatrième quart-temps, nous reviendrons sur le deuxième match de cette semaine du CSP. Ce sera à Beaublanc contre Chalon-Reims. Et nous conclurons bien sûr cette émission par les traditionnels top et flop. CSP Time numéro 31, c'est parti. Alors on commence tout de suite par un retour, messieurs, sur le match de lundi soir du Limoges CSP face au Mans. Limoges qui a été plutôt brillant, victoire 91-81. Je vais poser la première question à Kevin. Quel est le premier renseignement que vous avez tiré de cette rencontre ? L'enseignement bateau, c'est que le Limoges CSP a mis fin à une série de 5 défaites consécutives. Le Limoges CSP avait absolument besoin d'une victoire pour continuer à croire au play-off. Et le CSP a gagné. Je dirais pas avec la manière, mais le Limoges CSP a fait l'essentiel face à une faible équipe du Mans pour moi. Et le principal enseignement, c'est que Limoges est toujours en course pour les play-offs. Il a surtout cassé cette spirale négative là qui commençait à peser un peu. Oui, c'était important puisque 5 défaites consécutives, 4 en championnat, une avec la Leaders Cup. Donc on avait l'impression que le ressort était un petit peu cassé pour cette équipe. Alors cette victoire, elle est bienvenue évidemment. Il faut reconnaître, donner tout le mérite aux Limougeaux d'avoir été chercher cette victoire face à, comme l'a dit Kevin, à une très faible équipe du Mans. On n'a pas franchement été convaincus par cette équipe mancelle. Des joueurs qui nous étaient annoncés là gros comme des maisons et qui ont été plutôt, c'était peut-être leur frère ou leur cousin qui était sur le terrain lundi soir. Donc ça a été très décevant cette équipe du Mans. Limoges a eu le mérite de faire les choses plutôt correctement, de façon assez cohérente, mais peut-être pas toujours. Donc, faut peut-être pas s'emballer non plus sur ce retour, sur cette victoire en tout cas. Mais bon, voilà, on la prend, elle est bonne à prendre et surtout, c'est important de casser cette spirale. Est-ce que ce CSP vous a convaincu, Cyril ? Ce qui m'a convaincu, c'est que Limoges a réussi à trouver les failles du Mans. Après, l'équipe en elle-même on sait des qualités. J'attendais autre chose, moi, sur ce match-là, parce que Le Mans, je pensais que ça allait être aussi plus costaud. Et Limoges a vraiment fait un beau parcours avant les défaites consécutives. Donc, je m'attendais véritablement à autre chose sur le match. Maintenant, je pense que le coach a fait du bon boulot parce qu'il a trouvé les failles. Il a, en première mi-temps, bien évalué les changements défensifs du Mans. Il a trouvé aussi les retards défensifs sur les pick and roll. Ça, ils ont su les jouer. Ils ont gagné leur duel. Maintenant, collectivement, moi, je reste un peu sur ma faim parce que j'ai pas vu véritablement, c'est peut-être par rapport à mes sensibilités, mais un jeu collectif fort. J'ai plus vu des individualités prendre le pas sur d'autres. Le CSP semble pourtant avoir maîtrisé une grande partie de ce match, hein, Jean-Christophe. Oui, alors il l'a maîtrisé, mais il y a un petit côté à relativiser, c'est l'adresse à 3 points de Limoges, qui a été assez invraisemblable. Fin du troisième quart-temps, ils sont à 71% de réussite, ce qui est quand même assez énorme. Et donc, ça leur a permis, justement, à chaque fois que Le Mans a eu des faibles et des timides tentatives de retour ou d'accrocher le score, à chaque fois, ils ont eu cette réussite à 3 points qui a été la bienvenue. C'est un peu ce qui a écuré Le Mans, hein, cette réussite. Clairement, hein, à chaque fois que Le Mans a cru pouvoir accrocher Limoges, il y a eu cette réussite. Et donc, elle cache un petit peu une partie des difficultés de Limougeaude parce qu'il y a eu des vraies difficultés. Si Le Mans est un peu plus adroit, ils ont quand même eu pas mal de shoots ouverts, ça aurait peut-être pu être assez différent. Donc on va relativiser un petit peu et puis prendre cette réussite à 3 points parce qu'on sait que Limoges est capable de série et qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de marquer à 3 points et c'est toujours une arme importante.
Pour rebondir sur ce que disait Cyril, est-ce qu'on peut dire que c'est les individualités limougeaudes qui gagnent plutôt que le collectif limougeau par rapport à ce que tu disais là à l'instant? Ouais, il y a deux choses. Quand tu regardes le premier carton, tu vois que Le Mans a pris l'option de changer sur les écrans. Et, ils le font sans aucune communication, ce qui laisse les shoots ouverts à 3 points. Donc là, des gars comme Hardy se retrouvent dans un fauteuil et ont la possibilité de mettre ces shoots-là. En deuxième carton, Le Mans a resserré un peu. Et là, ils trouvent une autre solution. C'est le jeu de percussion, parce qu'on les voit beaucoup plus aller sur la ligne des lancers francs. Et après, l'écart était fait. Je pense que l'adresse à 3 points, elle est énorme sur le premier carton. Après, elle est un peu moindre sur les autres. Parce que Le Mans a fait l'effort là-dessus. Mais c'est vrai que je pense que cette adresse-là, c'est aussi un manque d'intensité de la défense du Mans et une très bonne lecture du jeu de la part de Limoges. Alors il y a un joueur quand même qui s'est rappelé à notre bon souvenir, c'est Jordan Taylor, hein, Jean-Christophe. Ça faisait un petit moment qu'on l'attendait. On en avait T'es porté disparu, non? un peu porté disparu. On avait eu plein la bouche quand il est arrivé. On s'est dit, ça y est, Limoges a trouvé son meneur. C'est pas Perrantes, machin et tout. Donc on avait été enthousiaste et très enthousiaste lorsqu'il est arrivé. Mais c'est vrai qu'il avait un petit peu disparu de la circulation. Il avait été décevant, il faut bien le dire, même pendant les périodes où Limoges avait gagné. Hein, il n'avait pas sorti des matchs énormes. Donc là, hier soir, il est revenu aux affaires. Avec de l'adresse, avec de la percussion, avec des passes aussi, 6 passes décisives. Donc bon, voilà, Limoges a quand même besoin d'un meneur à ce niveau-là, parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Est-ce qu'il y a un joueur que vous ressortiriez, Cyril, des rangs de Limoges sur ce match hier soir? Une paire, hein, de joueurs. Taylor Hardy, c'était très fort hier. Je pense que c'est une équipe qui est bien construite autour de ces deux joueurs-là, avec des joueurs qui font le sale boulot, comme les intérieurs, on les voit batailler au rebond, et heureusement, quoi. Et je pense que là, c'était plutôt bien structuré. Mais un joueur, non, mais les deux, oui. Parce que les deux se sont bien entendus hier. Ils ont été très forts dans l'adresse, ils ont été très forts dans la créativité du jeu. Défensivement, ils ont fait aussi leur boulot. Ces deux joueurs-là, pour moi, ont été vraiment prépondérants dans la victoire du CSP. Kevin, est-ce qu'il faut voir là-dedans une nouvelle dynamique pour le CSP? On va rester mesuré. C'est pas en gagnant contre Le Mans. C'est bien de démarrer une semaine Oui. à 3 matchs avec par une belle victoire. On va dire que le Limoges CSP a gagné face à une équipe à sa portée. Le Limoges peut gagner face à Chalon-Reims, qui est aussi une équipe à sa portée. En fait, Limoges, tout simplement, va enchaîner face à des équipes à sa portée. Et s'il veut croire au playoff, il doit gagner face à ces équipes. Donc, une nouvelle dynamique, oui, on l'espère, mais elle sera entre guillemets normale par rapport au potentiel de Limoges et par rapport à ses futurs adversaires. Il faut attendre François Perronnet dans le même genre de dispositif tactique. Hier, on a vu un CSP jouer quasiment sans ses deux postes 4. Alors ça, c'est quand même un petit peu une énigme. Alors bon, on nous dit que Damien Inglis a mal à l'épaule. Bon, voilà, ça fait quand même quelques semaines que ça dure. En tout cas, il est toujours en civil sur le terrain. Sur le banc hier. Voilà, et Miles, qui est le poste 4 normalement titulaire du 5 majeur, a joué 16 minutes et il a fait 16 minutes assez neutres. Et donc ça veut dire que le reste du temps, Limoges a joué sans poste 4. Donc ça a été William Howard, Sekou Doumbouya qui s'y sont collés. Donc c'est quand même interpellant, parce que si Limoges doit continuer comme ça, et donc viser les playoffs et aller jouer les playoffs avec un seul poste 4 qui joue un quart d'heure et qui rend des copies plutôt neutres, je pense pas que ça va le faire. Donc c'est quand même assez étonnant. Tu parlais de cousin tout à l'heure. Là, c'est le grand cousin, le cousin germain de Miles, à qui qu'on voit sur le terrain. En début de saison, il était très fort offensivement. Il nous a fait de multiples fois son 3+1 là, avec ses paniers plus la faute derrière l'arc. Là, aujourd'hui, il apporte plus autant offensivement qu'en début de saison et ça devient problématique. On l'a fait venir pour écarter les défenses. Quand tu shootes pas ou quand t'es pas à droite, c'est compliqué. Peut-être que Cyril pourra en dire plus, mais tactiquement et défensivement, il a toujours les mêmes difficultés que par rapport au début de saison. Donc, ouais, sans Miles, là, c'est compliqué. Et encore plus sans Inglis, qui quand même apporté beaucoup en défense et par son sens du jeu quand même. Et Cyril, sans poste 4, là, Limoges, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Enfin, sans poste 4 entre guillemets. Mais pour l'instant, ils le font bien contre Le Mans. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu auras besoin de tes joueurs majeurs. Et je pense que Miles, c'est quand même un joueur majeur. Je ne sais pas pourquoi il ne joue pas. Seul le coach pourra répondre. Mais c'est vrai que quand il est sur le terrain, il ne donne pas envie de le remettre non plus. Donc, je ne sais pas si c'est le coaching ou si c'est le joueur. Mais en tout cas, il va falloir vite trouver une solution. Parce que c'est vrai que tu as besoin de tout le monde en play-off.
Cyril, on va commencer par cette bio et puis vous poser quelques questions qu'on pose traditionnellement à notre invité. Des questions assez formelles. Date et lieu de naissance pour vous? Le 15-01-72, dans une très grande ville qui s'appelle Brou-sur-Chantraine, c'est en Seine-et-Marne. Alors, quel est votre passé en tant que basketteur, de joueur? Médiocre, médiocre. J'ai joué, jusqu'en national, mais très peu. Et j'ai arrêté très tôt pour entraîner. Vous êtes passé entraîneur à quel âge? Entraîneur dans une équipe professionnelle là, en Oh, tant non, qu'assistant. Dès le début sur le Au banc, début. comme ça, ouais. 14 ans. 14 ans, ouais. Donc vous étiez voué vraiment à ce métier de coach. Ouais, moi, je me souviens que quand j'étais encore joueur, j'allais voir l'Olympique d'Antibes s'entraîner et je préférais regarder les mimiques et la façon de faire de Jacques Monclar plutôt que les dunks et les exploits de David Rivers. Donc j'étais déjà plus sur le coaching que sur les joueurs. Alors, vous êtes resté entraîneur amateur combien de temps, comme ça, avant de rentrer dans le monde professionnel? Je suis rentré à 23 ans dans le monde. Rapidement, donc. Ouais, au Cavigal Nisport. C'est un entraîneur qui s'appelle Claude Palanca qui m'a donné cette opportunité. J'ai adoré cette période-là. C'est difficile de faire ses premiers pas, de franchir cette barrière entre le monde amateur et le monde professionnel? Il faut vraiment trouver la personne qui vous donne sa confiance? Oui, je pense que c'est que des opportunités. Certainement, plein d'autres entraîneurs auraient pu prendre ma place avec plus de qualité que moi. Et moi, j'ai eu cette opportunité-là. Voilà, il fallait la saisir. Maintenant, j'ai peut-être fait aussi les choses pour la saisir, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que je me suis retrouvé au bon endroit au bon moment et que ça a duré. Alors rappelez-nous votre parcours, votre CV en quelque sorte, les clubs où vous êtes passé pour rappeler un petit peu votre expérience avant d'être à Fétia. Mon club de cœur, c'est bien sûr le Cavigal Nisport, parce que j'y ai passé plus de 12 ans, donc c'est vraiment pour moi mon club. J'ai commencé là-bas à entraîner les cadettes, après les espoirs. J'ai pris l'équipe 1 à 27 ans en Ligue féminine. J'ai passé 5 ans sur le banc en Ligue féminine. Je suis parti après à Calais, un club extraordinaire avec des dirigeants vraiment que j'ai adorés, très famille, très travail, des valeurs qui me sont chères, quoi. Et après Calais, j'ai eu l'opportunité d'aller à Tarbes. J'ai passé 7 ans à Calais, j'ai été à Tarbes pendant 3 ans, où là j'ai connu complètement autre chose. L'Eurocup, les joueuses vraiment d'un talent extraordinaire, une autre vie. Après Tarbes, il y a eu un break d'1 an, pas voulu, parce que je ne pense pas qu'un entraîneur veuille faire un break. Donc il y a eu un break d'1 an, et je me suis retrouvé à partir coacher en National 3. À l'ABC Trois-Rivières, c'est un club qui est à côté de Nantes. C'est-à-dire que quand on a une période d'arrêt comme ça, on cogite et on est obligé de reprendre des challenges peut-être moins prestigieux pour continuer à exercer? On est obligé déjà de se remettre un peu en question, on est obligé aussi de se relancer, c'est une évidence. Et puis partir comme ça sur la National 3, pour moi, c'était pas moins prestigieux, c'était une opportunité de voir autre chose et de voir ce que j'étais capable de faire. Cyril, je me souviens avoir discuté avec Jean-Marc Dupraz, qui a connu aussi une période sans club, et il m'avait dit, à un moment, j'ai pensé carrément changer de métier. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a caressé l'esprit? Oui, pendant 48 heures. Ça a été court alors. Non, parce que c'est pas possible. Quand on est coach, on est coach. Et je pense que c'est en nous. Et on a besoin du banc, on a besoin de se relationner avec les joueurs, on a besoin de réfléchir les choses, de faire évoluer, d'évaluer, de construire. Et ça manque. Et je pense pas qu'on soit heureux de pas travailler quand on est coach. Et donc se retrouver en National 3, alors ça a été à la fois un choix et puis une obligation? Ouais, d'abord une obligation. Parce que si je me suis retrouvé en National 3, c'est parce que je n'avais pas de club avant. Et après, un choix de ce club-là, parce que les contacts avec les dirigeants sont passés très bien, quoi. Et que j'avais envie, justement, de construire quelque chose, de voir comment on pouvait évoluer, de voir ce que moi j'étais capable de faire là aussi. Voilà. Et c'était avec des garçons? Ouais. Et c'était la première fois avec des garçons? Non, Enfin, j'avais entraîné une ouais. année, mais oui, la première vraie expérience, oui. Et alors? C'est la National 3, j'y retournerai plus. Parce que je supporte pas entraîner que 3 fois par semaine et non, c'est pas dans mes gènes. J'ai besoin d'un travail un peu plus sérieux et consistant. C'était sympa. J'ai adoré les mecs que j'ai entraînés. J'ai aimé le travail qu'on faisait là-bas, mais il me manquait quand même ce truc de entre guillemets professionnalisme qu'on peut pas emmener en National 3 parce que les gars travaillent, parce que voilà. Donc il me manquait ça.
Alors pourquoi les filles plutôt que les garçons au niveau professionnel? Pourquoi le choix d'entraîner des filles? Une vraie réponse ou une réponse C'est un choix déjà ou, Non, c'est l'opportunité. J'ai eu l'opportunité d'entraîner des filles. Et si je pense qu'on était venu me chercher pour entraîner des garçons, j'aurais pas dit non. C'est évident. Le travail est le même? Je pense que le travail est le même au niveau technique et tactique. Le travail n'est pas le même au niveau relationnel. Ouais, ça, c'est une évidence. Je pense que chez les garçons, il y a quand même il y a des choses qu'on peut dire plus facilement que chez les filles. Après, il y a cette starisation chez les garçons, même de joueurs moyens, qui peut m'agacer, qu'on n'a pas forcément chez les filles. Il y a ce collectif qu'on retrouve plus fort chez les filles quand même que chez les garçons. Donc, en termes de basket, c'est vrai que je m'y retrouve mieux chez les filles. Maintenant, je suis persuadé qu'on peut faire jouer les garçons aussi autrement. Du coup, tout à l'heure, pour finir sur votre parcours, vous avez retrouvé Fétia, où vous avez tenté d'amener votre professionnalisme avec votre patte et une saison qui est quand même assez réussie du côté de Fétia cette saison en F1. Ouais, on a fait une belle saison. On a fait une belle saison. Après, oui, forcément, quand un coach arrive, il essaye d'emmener sa patte, il essaie de construire quelque chose. Et moi, je suis content parce que les filles ont adhéré. Parce qu'il ne faut pas se tromper, hein. On a beau avoir les meilleures idées du monde, si les gens ne veulent pas adhérer, on aura des problèmes. Donc là, les joueuses ont adhéré et on a pu mettre des choses propres en place et claires. Cette saison, elle se conclut à titre personnel par un trophée de meilleur coach de la saison. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir ce trophée honorifique? Je veux bien l'échanger contre la place en play-off avec Mickaël Corté. Ça fait quoi? Non, vous revenez dans le basket féminin, ça débouche par une bonne saison à titre collectif et ça débouche par un trophée à titre individuel? Non, mais c'est très bien. Je suis fier d'avoir ça. Mais surtout, ce qui me rend fier, c'est que c'est les autres entraîneurs qui ont voté. Donc forcément, quand on est reconnu par ses pairs, on est toujours encore plus fier. Mais c'est vrai que moi, ce titre-là, j'ai du mal à l'apprécier parce que je pense qu'on avait des choses plus grandes à faire encore en équipe. Vous voyez comment les prochaines années à Fétia? Comment? J'ai pas entendu la question. Non, je sais pas. C'est l'avenir, c'est pas moi qui décide. Moi, je sais ce vous que voyez, mais là, comment ça se passe? Vous voyez d'année en année, si vous ouais, on verra, oui, parce qu'on sait que le couple entraîneur-président, c'est quand même important. Et s'il y en a un qui s'entend plus avec l'autre, ça peut poser souci. Donc, je pense pas que dans le métier d'entraîneur, on puisse se projeter. On n'est pas fonctionnaire, on n'est pas en CDI, oui, on est là pour une mission. Vous avez entraîné au plus haut niveau, en Ligue féminine, Tarbes, Nice, Calais. Vous devez avoir l'œil qui regarde vers la Ligue féminine, quoi qu'il arrive, des postes qui se libèrent, etc. Ce qu'on comprend tout à fait quand on est en F1, d'essayer de rebondir au top niveau. Que je regarde si je peux retourner en Ligue féminine, bien évidemment. Ce serait mentir que de dire non. Maintenant, moi, j'ai eu la chance aussi de connaître presque tout en Ligue féminine, parce que j'y ai passé 17 ans. Donc, je ne vais pas dire que j'ai fait le tour, mais c'est vrai que j'ai connu l'Eurocup, c'est vrai que j'ai connu des équipes plus difficiles à gérer, des équipes plus faciles, des succès, des échecs. J'ai connu beaucoup de joueuses. Maintenant, y retourner, oui, bien sûr que ça me ferait plaisir, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui non plus. Et à choisir entre un poste d'assistant chez les pros garçons en JP Elite et un poste de coach principal chez les filles en première division? Mais je pense que j'ai pas du tout le caractère pour être assistant. Cyril, un dernier mot peut-être. Vous êtes à Fétia, mais bon, en fait c'est Limoges. Hein. Sur le basket à Limoges, l'influence du CSP, comment vous le voyez de l'extérieur, comment vous le découvrez aussi? C'est quand même un univers assez particulier, on dit toujours. Moi, l'univers du CSP, des fois, j'ai l'impression que c'est Dallas, quoi. On en entend parler toutes les semaines, mais moi, j'aime, parce que ça prouve que la ville aime son équipe, ça prouve qu'ici, il y a vraiment le cœur pour le basket, et qu'à chaque fois qu'on aime quelque chose, eh ben, on se l'arrache. Donc c'est bien, j'adore. Et puis quand on voit Beaublanc avec le public, quand on voit tous ces drapeaux là en haut, quand on lève la tête, on peut pas être autrement qu'impressionné. Vous allez à tous les matchs dès que vous pouvez du CSP, bien sûr? J'aimerais, mais je peux pas à tous les matchs. Mais c'est vrai que là, cette année, j'en ai fait quelques-uns et j'ai pris énormément de plaisir. Allez, c'est parti donc pour ce troisième quart-temps avec une première question pour vous, Kevin, sur cette victoire hier soir. Est-ce que ce succès, on peut dire, a permis à Limoges de reprendre un peu les bons rails dans ce championnat?
Oui, dans le sens où Limoges vient d'enchaîner une deuxième victoire consécutive cette semaine, après avoir enchaîné 4 défaites. Limoges, tout simplement, a fait le boulot en battant cette semaine Le Mans et Chalon-Reims, qui étaient 2 équipes moins bien classées. Donc Limoges peut toujours croire en play-off. D'ailleurs, Limoges s'est replacé et aujourd'hui 7e avec 4 ou 5 équipes à égalité. Donc oui, Limoges s'est remis dans le bon rail. Oui, Limoges peut toujours croire au play-off. Alors ils sont 7e donc effectivement au classement. Vous avez vu cette rencontre hier soir, Cyril? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Que Limoges sait s'appuyer sur ses forces. On voit encore Hardy et Taylor vraiment sur un grand soir, comme on les a vus contre Le Mans. C'est important d'avoir certaines certitudes quand on veut aller loin en play-off ou se qualifier pour les play-offs. Et là, je pense que Limoges peut avoir des certitudes sur 2 ou 3 joueurs de son équipe. Ouais, notamment Hardy, on y reviendra. Jean-Christophe, deuxième victoire consécutive finalement pour Limoges qui va peut-être enchaîner avec une série. C'est ce qu'on espère, puisqu'il y a eu cette série de victoires au début avec l'arrivée de François Perronnet, une série de défaites derrière. Donc on espère effectivement que Limoges est reparti sur une série de victoires. Alors le calendrier est un petit peu favorable. On peut espérer que après ces 2 victoires, Limoges parvienne à enchaîner dès samedi face à Cholet. Ça serait quand même une bonne chose, surtout que cette équipe de Cholet est quand même mal classée et normalement on peut considérer qu'elle est à la portée de Limoges. Ensuite, il y aura un déplacement à Boulazac, la réception du Portel. Là aussi, une équipe mal classée. Et donc, encore une fois, on peut considérer que Limoges sera favori. Donc, ça peut faire potentiellement 4 victoires d'affilée. De quoi se remettre effectivement totalement dans la course. Après, la suite peut être un peu plus compliquée, puisqu'il y aura un déplacement à Boulazac qui fait une très très bonne saison. Il y aura aussi notamment la réception de l'Asvel. Un déplacement à Bourg-en-Bresse qui ne sera pas évident. Donc, mais bon, le calendrier est quand même un petit peu favorable quand même au Limoges CSP. Comment vous voyez donc cette série, vous Kevin, les playoffs, c'est jouable pour Limoges? Mathématiquement, tout est jouable. On en parlait avant l'émission avec Cyril. Le match charnière, je pense que ça sera Cholet. Il faut absolument aller gagner à Cholet. Et après, absolument battre les équipes qui seront derrière Limoges au classement. On peut penser à Chalon, on peut penser à Boulazac, qui est à égalité avec Limoges. On peut penser aussi au Portel, dont a parlé Jean-Christophe. Et éventuellement, s'offrir des bonus. Il y a la réception de l'Asvel, ça va être en gros choc. Est-ce que les Limogeaux peuvent se transcender face à l'Asvel? Voilà, le calendrier est favorable, il faudra en gagner un maximum. Limoges en est capable, mais Limoges aussi est capable de perdre des samedis à Cholet, d'enchaîner par une défaite à Boulazac et du coup de dire rapidement adieu au play-off. Cette équipe est en constante finalement, donc c'est difficile de se projeter avec cette équipe. Sur ce que vous avez vu sur les 2 derniers matchs, Cyril, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient handicaper Limoges dans cette course aux phases finales? Moi, ce qui m'a pas perturbé, mais qui est redondant quand même, c'est je trouve qu'ils ont un vrai problème sur la défense sur pick and roll, où on a vu qu'une équipe comme Chalon-Reims arrivait à trouver des solutions, et même sur la défense, sur les rotations, sur les lignes de fond, on a vu qu'ils avaient des shoots ouverts. Chalon-Reims les a pas mis. Je suis pas sûr que Strasbourg, ces shoots-là, les mettent pas, ou l'Asvel, ou d'autres équipes comme ça. Donc il y a vraiment des points à améliorer, c'est évident, mais après ils ont des individualités qui sont véritablement très fortes, ils sont sur une bonne dynamique, et moi je vois pas pourquoi ils n'arriveraient pas à se qualifier pour les playoffs. Alors c'est vrai que Limoges profite en ce moment est porté un petit peu par un Dwight Hardy assez phénoménal, encore hier soir. Oui, c'est l'homme fort de cette équipe, incontestablement. On sait que quand on arrive à le mettre dans des positions de shoot, shoot ouvert, c'est souvent dedans. Même shoot difficile, il arrive aussi à les mettre. C'est un joueur qui ne force rien, qui est vraiment un niveau au-dessus là, dans l'équipe. Et heureusement qu'il est là, parce que c'est une équipe qu'on sent encore convalescente collectivement, mentalement. On sent qu'il y a encore des joueurs qui passent au travers. La difficulté aussi de cette équipe, c'est qu'ils n'arrivent pas à être tous ensemble au même moment. On a vu contre Chalon-Reims, William Howard a raté son match, Axel Bouteille n'a mis que 3 points, donc Jonathan Roussel est toujours en difficulté. Donc voilà. Si on prend tous ces joueurs individuellement, ils sont tous très bons, mais pour l'instant, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas encore à être tous bons ensemble. Et s'il y a un seul joueur qui est pas bon, ça peut passer. 2, 3, ça passe contre Chalon-Reims ou Le Mans qui est pas bon au moment où il vient contre Limoges. Mais ça risque d'être plus compliqué quand on va se retrouver face à des grosses écuries, et encore plus si on doit aller en play-off.
Est-ce que justement, Kevin, vous pensez par rapport à ce que dit Christophe, des joueurs qui passent au travers, certains qui brillent, ça va permettre quand même sur ce niveau d'équipe d'atteindre les 8 dernières places et après on ne pourra pas aller plus loin? Je sais pas, mais pour revenir au moins sur le match de Chalon-Reims, ce qui est flagrant, on n'en a pas beaucoup parlé de ce match, c'est le problème de constance du Limoges CSP. On pouvait penser qu'au troisième quart-temps, le Limoges CSP, quand il était à plus 11, ils étaient à 66-55. Limoges était en capacité de tuer le match, il l'a pas fait. Quand il était à plus 10 dans le dernier quart-temps, on pensait qu'il pouvait tuer le match à 3 minutes de la fin, il ne l'a pas fait. Cette équipe véritablement a des difficultés au niveau de la constance. Et la seule constance, en fait, le seul joueur qui est constant aujourd'hui, c'est Dwight Hardy. Pour répondre à ta question, moi je pense que cette équipe est trop inconstante pour se projeter véritablement, quoi. Je reviens sur la défense. Là, je voudrais demander à Cyril. Tu parles de ces difficultés défensives, des défenses pick and roll, et puis sur les lignes de fond. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se résoudre ou est-ce que on dit souvent la défense c'est du mental et est-ce que si les joueurs ont envie de s'y mettre, ils sont capables? Mais là, je ne pense pas que ce soit du mental parce que je prends par exemple la première mi-temps contre Chalon-Reims. Chalon-Reims a trouvé la riposte exacte à leur défense sur les postes bas, où ils ont trouvé des paniers faciles toute la première mi-temps. Ils étaient à 61% dans les shoots à 2 points. C'est quand même énorme, 61% dans les shoots à 2 points pour un match de haut niveau. Et à chaque fois, c'est cette rotation qui manque, cette dernière rotation qui manque. C'est des habitudes à prendre, c'est une volonté aussi du joueur de descendre peut-être un peu plus vite. Après, sur les défenses sur pick and roll, contre Le Mans, j'avais vu, et contre Chalon-Reims, on voit la même chose. Dans l'axe, ils ont extrêmement du mal à avoir des rotations cohérentes sur les pick and roll. Les grands ont tendance à se faire embarquer par les petits et ça libère complètement l'espace sous le panier. Donc ça, c'est des choses que le coach a dû le voir, on n'invente rien et qui, je suppose, essaye de régler à tous les entraînements. C'est pas évident qu'on ne veut pas le faire à 5, mais je pense qu'ils en ont véritablement les capacités. Une place en quart de finale, c'est le maximum qu'on peut aujourd'hui espérer de cette équipe, Jean-Christophe? C'est encore un peu tôt et puis on le verra peut-être dans le débat si cette équipe est capable ou pas de basculer. On dit souvent on bascule en mode play-off, c'est-à-dire que on devient presque une autre équipe. Potentiellement, Limoges a tout ce qu'il faut pour aller en play-off et même y figurer avec parfait en play-off, quoi. Ouais. Voilà, aller en play-off et puis il faudra voir à quelle place ils vont finir aussi, parce que terminer 4e ou terminer 8e, c'est pas la même chose au niveau des oppositions, mais potentiellement il y a tout ce qu'il faut à mon avis dans cette équipe. Après, collectivement, aujourd'hui, on voit vraiment une équipe en difficulté et aller déjà se qualifier pour les playoffs, ça va être un premier pas à passer. Et ensuite, y performer alors qu'on est avec une équipe d'individualistes et qu'on peut pas ou qu'on n'arrive pas à s'appuyer sur un vrai collectif et sur des choses presque basiques sur lesquelles, dans des moments compliqués, on va dire bon ben voilà, on fait ça et puis on laisse passer l'orage et tout. Et aujourd'hui, on a l'impression que cette équipe, à part ses individualités, ils n'ont pas grand-chose de sûr sur lequel s'appuyer. Et forcément, ça pose des questions pour l'avenir. Un dernier mot, je voulais juste un petit mot avant de terminer ce troisième carton sur Sékou Doumbouya, jeune joueur, promis un bel avenir. Comment vous voyez, vous, le futur de ce joueur? Pour moi, c'est compliqué d'en parler parce que je ne le vois pas tous les jours. Et je vois certains matchs. Donc, c'est sûr qu'au niveau athlétique, il a tout de ces joueurs modernes qu'on recherche. Maintenant, il faudrait que ça devienne véritablement un joueur d'impact à Limoges. Parce qu'on parle de lui, je crois, au plus haut niveau, en NBA. Je pense que si on veut devenir un joueur NBA, il faut avoir un certain impact dans une équipe de proie. Oui, mais il n'a que 19 ans, Cyril. Oui, je sais, il a 19 ans, il a encore beaucoup à travailler. C'est pour ça que peut-être qu'il faut le laisser tranquille. Parce qu'on en parle comme un potentiel. Et moi, je connais beaucoup de potentiels qui n'ont jamais rien fait. Donc peut-être qu'il faut le laisser travailler, le laisser avancer, le laisser prendre ses marques au CSP, parce qu'il est dans un grand club avec beaucoup de pression, donc un club où on peut beaucoup apprendre, et je pense qu'il sera bien encadré. Tu parlais d'impact, mais moi j'ai noté hier que quand même défensivement il avait impacté notamment sur sa défense sur le porteur de balle. Perronnet des fois le fait défendre sur le porteur de balle. J'ai trouvé très intéressant en défense moi cette semaine, Sékou Doumbouya. Et après, sans parler de son gros poster qui met au troisième quart-temps un énorme dunk en contre-attaque là, qui doit faire le tour des réseaux sociaux, je pense.
Alors je vais commencer avec vous, Christophe. Vous êtes parti, vous, des optimistes dans cette équipe. Vous dites, vous croyez en tous les cas en cette capacité Limoges à se transformer s'ils atteignent la phase finale. Ouais, je pense que de toute façon, tout basketteur est un compétiteur. Et que voilà, là, aujourd'hui, la phase régulière, elle est ce qu'elle est. Mais bon, cette équipe, vaille que vaille, elle est capable aujourd'hui de. Je pense qu'elle peut aller en play-off parce que, on l'a dit, le calendrier est favorable. Elle vient de re-signer 2 succès consécutifs qui l'a remis un petit peu sur des bons rails, même si c'est pas transcendant. Même si, comme je l'ai dit aussi, c'est une équipe convalescente. Mais je pense qu'il y a un vrai groupe de compétiteurs. Et quand voilà, ils vont sentir le sang là, et qu'il va y avoir des vrais enjeux qui vont arriver, la bascule peut se faire parce qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Et si cette équipe de talent a envie de jouer ensemble, elle est capable effectivement de faire des grands matchs. On l'a vu cette saison, il y a eu des moments, des matchs, le quart de finale qu'ils font contre Nanterre, à la Leaders Cup, ils ont été intouchables. Ils sont capables de monter à un niveau très haut. À condition que voilà, toutes les planètes soient alignées, que les joueurs aient envie de jouer ensemble, qu'ils soient déterminés, qu'ils soient tous à un bon niveau au même moment. Donc voilà, et puis je me souviens de la saison 2013-2014 avec Jean-Marc Dupraz qui était entraîneur. Il y avait un groupe compliqué cette année-là, avec d'un côté des Américains, de l'autre des Français. L'osmose était compliquée à se faire et ça a duré tout un moment. En janvier, le club avait été à 2 doigts de virer Alex Hacker, qui a quand même été après désigné MVP des playoffs. Et cette équipe, à un moment, elle a basculé. Alors, il y a eu à ce moment-là l'arrivée de Johan Petro qui a été très importante. Est-ce qu'il faut pas un élément déclencheur? Alors, effectivement, il faut un élément déclencheur. Là, aujourd'hui, ça ne sera pas un élément déclencheur avec un joueur qui va arriver, puisqu'on ne peut plus avoir de joueurs. Mais bon, voilà. Et cette équipe avait basculé. Et quand cette équipe-là, qui était quand même une addition de talent assez incroyable, a décidé de jouer ensemble, ça les a menés jusqu'au titre de champion de France. Donc, moi, je pense que cette équipe, si elle a envie, elle est tout à fait capable de basculer et d'aller disputer des playoffs et de jouer les yeux dans les yeux avec l'Asvel, avec Strasbourg ou Monaco. Votre opinion sur la question? Du coup, moi, je suis pas d'accord avec Jean-Christophe. Tout simplement parce que Jean-Christophe a parlé d'éléments déclencheurs. Or, aujourd'hui, quel est cet élément déclencheur? En 2014, l'année du titre de champion, l'élément déclencheur était Johan Petro, un ancien joueur de la NBA qui était arrivé dans le vestiaire et qui avait réussi à unifier entre guillemets dans le vestiaire en disant écoutez, moi les gars, je suis un joueur NBA, vos égos à 2 francs 6 sous de joueurs américains qui jouaient dans des championnats de seconde zone, j'en ai rien à faire. Et finalement, ce joueur, même s'il n'avait pas joué beaucoup, même s'il n'avait pas énormément d'impact dans le jeu, avait réussi à unifier le vestiaire, à mettre tout le monde dans le même sens. Ça, c'était l'avant-dernier titre. Et lors du dernier titre, l'élément déclencheur, c'était l'arrivée de Philippe Hervé. Il avait mis tout le monde au pas, et aussi, on peut dire qu'il y avait une arrivée sans oublier l'arrivée de Poudjeter. Ces 2 éléments déclencheurs avaient amené le Limoges SP au titre, aux 2 derniers titres de champion de France. Aujourd'hui, quel serait l'élément déclencheur? Un nouveau coach? On ne voit pas un nouveau coach arriver à la place de François Perronnet. Un nouveau joueur, ça m'étonnerait fortement, à moins que Damien Gliss Moi, j'en ai un élément déclencheur, Kevin. Dis-moi. Alors, ce ne sera pas un nouveau joueur, mais on peut présumer qu'il peut y avoir, ça peut bouger à la tête du club. Et si jamais, comme ça a l'air de se préciser, il y a un changement à la tête du club, là, peut-être que ça peut être l'élément déclencheur, parce qu'on peut imaginer, même si aujourd'hui on est encore sûr de rien, ça reste encore à confirmer, mais qu'il y a un changement à la direction du club, que voilà, cet élément déclencheur, il viendra finalement peut-être de la direction, avec des nouvelles paroles, des nouveaux discours, des nouveaux intervenants qui viendront voir cette équipe et qui leur diront bon les gars, maintenant vous vous mettez au boulot. Et peut-être que ça peut être l'élément déclencheur. Alors encore une fois, aujourd'hui, j'ai aucune certitude sur ça, mais ça peut être cet élément-là. Alors Cyril, juste, vous êtes entraîneur, vous avez l'habitude de gérer des groupes. Vous avez déjà vu des cas de figure comme ça, de groupes qui se sont révélés sur le tard d'une saison?
Oui, parce que Donc c'est possible pour Limoges, on peut l'espérer. oui, moi j'y crois. J'y crois parce que déjà, merci, il y a deux choses. Comme vous l'avez dit, peut-être l'élément déclencheur des nouveaux dirigeants, un nouveau souffle, mais il y a aussi le fait que les playoffs, pour les joueurs, pour le coach, pour le club, c'est aussi la seule vraie façon de se vendre. Parce que la seule chose qui compte, c'est de gagner. Donc on peut être meilleur marqueur d'une équipe qui est 13e, ça n'aura jamais autant d'impact que meilleur marqueur dans une équipe qui fait les playoffs, un quart de finale ou une demi-finale. Et aujourd'hui, on voit que les bases offensives sont bien marquées, qu'il y a une vraie, qu'on aime ou pas, il y a quand même une vraie identité de jeu. La seule chose qui peut peut-être faire le petit couac ou alors le petit plus, c'est la performance de certains joueurs qui aujourd'hui sont assez aléatoires, quoi. Mais sinon, l'équipe qui est bâtie, ce que le coach fait, pour moi, c'est une équipe qui va aller en play-off. Après, jusqu'où en play-off, j'en sais rien, mais c'est une équipe qui va aller en play-off. Le problème avec cette équipe, pour compléter, c'est François Perronnet n'a de cesse de répéter que c'est une équipe de suiveurs. Quand ça va mal, elle suit dans le mauvais côté, et quand ça va bien, elle suit dans le bon sens. Mais aujourd'hui, cette équipe, elle peut suivre personne. Elle n'a pas de leader identifié. C'est une équipe de suiveurs, évidemment, mais il n'y a pas un patron qui doit donner la bonne direction et justement mettre tout le monde derrière lui. C'est le gros problème aujourd'hui de cette équipe, et c'est pour ça que quand je parlais d'éléments déclencheurs que je vois pas la variable qui fera que cette équipe se transforme ou change. Mais ça peut être plein de choses, un élément déclencheur. Ça peut être l'arrivée d'un joueur, un changement de dirigeant, mais ça peut être aussi une victoire exceptionnelle acquise au forceps. Ça peut être une injustice aussi dans un groupe, une blessure d'un copain qu'on a envie de compenser. Ça peut être plein de choses. Oui, il y a plein de choses. Il y a aussi le fait d'avoir envie d'aller au bout. Je veux dire, tout simplement. Les grosses primes. Oui, aussi. Oui, mais vous ajoutez un zéro à la prime, les ricains, ils vont l'argent, ça n'a jamais été un facteur de motivation. C'est vrai que ça aide. Non. Je pense que ces gars-là, ils gagnent quand même assez bien leur vie. C'est pas une prime en plus qui va faire qu'ils ont envie d'être champion de France ou pas. S'ils vivent que par ça, ils auront une petite carrière. Les joueurs, ils vivent d'abord par la compétition, ils vivent d'abord par l'envie de résultats, l'envie de reconnaissance. Et la reconnaissance, elle passe pas par l'argent. Parce que bien souvent, on reproche aux joueurs de gagner trop d'argent. Donc la reconnaissance, elle passe par les résultats. Qu'est-ce qui ferait alors du coup pour soutenir la théorie de Jean-Christophe qu'aujourd'hui un Howard, un Miles, un Inglis qui joue pas, un Jonathan Roussel se réveille? Inglis, il peut guérir. On peut espérer qu'il va guérir de sa blessure, la blessure de son épaule qu'il traîne depuis maintenant, je sais plus, 1 mois et demi ou 2 mois presque. Hein. Ça fait un moment qu'on nous parle de son épaule, donc déjà il peut guérir. Il n'y a pas de doute sur la capacité de ce joueur à impacter sur le jeu. Voilà, constant ou pas, avec des qualités et des défauts, mais c'est quand même un joueur qui pourrait apporter forcément un plus à ce groupe. Et Dieu sait si on peut en avoir besoin sur le poste 4. Mais voilà, donc il y a ça qui peut aussi. Il faut espérer que Damien Inglis va revenir et va aider cette équipe. Et puis encore une fois, moi, je crois que ces joueurs sont des compétiteurs. Et à un moment ou un autre, argent ou pas, ils vont rentrer dans cet esprit de compétition. Et ils auront peut-être envie de faire la passe de plus, le petit effort de plus, parce que au bout, il y a une qualification pour les playoffs. Parce que, est-ce que franchement, ils ont envie de terminer leur saison le mi-mai? Peut-être pas forcément, peut-être certains, mais pas forcément tous. Et il y a sans doute une vraie, comme le disait Cyril, peut-être qu'il y a déjà des joueurs qui ont signé un pré-contrat pour la saison prochaine, mais peut-être qu'il peut y avoir un petit surplus dans ce contrat si jamais on est MVP du championnat de France, des playoffs ou des choses comme ça. Donc il y a plein d'éléments qui peuvent arriver, qui peuvent faire transformer cette équipe, ou en tout cas la faire basculer sur un mode play-off, et un mode intéressant et pour être performant play-off. Alors ce dernier carton, traditionnel top et flop de chacun de nos invités. On va commencer par les tops, après on fera le tour des flops, ce qui a été positif donc cette semaine. Et on commence avec vous, Jean-Christophe. Alors c'est la 2e fois consécutive que je donne mon top à Laurent Loniam, le coach de Dijon. Je l'avais déjà fait il y a 15 jours. Je recommence. Alors cette fois c'est plus pour un truc qui m'a marqué lors de la défaite de Dijon à Strasbourg. Il y a un fait de jeu, il sort un joueur américain
Et puis il y a un temps mort. Et là, le joueur américain, il est pas content et il commence à répondre à son coach. Et là, le coach, il s'est levé et il a été pratiquement défier son joueur américain et pour lui dire non, mais tu la fermes. Le patron ici, c'est moi. Et j'ai bien aimé cette attitude parce que des coachs comme ça qui sont des vrais chefs, des vrais patrons, qui imposent une vraie autorité. Moi, j'ai trouvé ça bien et surtout face à des joueurs américains. En tout cas, il s'est pas couché, Laurent Leniam. Donc top à Laurent Leniam. Kevin. Le top, je pense que ça doit être le 150e de la saison. C'est à Dwight Hardy. Force est de constater que c'est le joueur qui a été le plus constant cette saison au Limoges SP, le joueur qui a été le plus professionnel et le joueur qui, comme dit François Perronnet, a su maintenir son degré d'investissement et d'engagement sur le terrain. Dwight Hardy, c'est, comme l'a dit Jean-Christophe précédemment, c'est un joueur qui ne force rien. Il laisse le jeu venir à lui. Encore face à Chalon-Reims, il marque 21 points, 6 sur 8 à 3 points. Je l'ai vu sur des attitudes défensives aussi intéressantes. Et franchement, c'est une vraie bonne poche. Et c'est le joueur qui vraiment a porté le Limoges SP cette saison. Cyril. Mais Taylor, parce que je trouve que ce meneur de jeu a un vrai impact dans l'équipe du CSP, pas seulement dans le scoring, mais aussi en défense, dans le leadership. On le voit, les ballons importants passent quand même par lui. Il est à la base de beaucoup de shoots donnés à Hardy ou alors au jeu intérieur. Je trouve qu'il a un vrai impact. Il défend, il est capable de courir, il est agressif avec le ballon. C'est pour moi le meilleur joueur du CSP en ce moment. Alors on va passer maintenant au flop de cette semaine, ce que vous avez moins aimé, et on va aller avec vous, Jean-Christophe. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu ? Alors c'est un joueur, il s'appelle Kendrick Ray, joue au Mans. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps puisqu'il a fait que 6 matchs prêté par le Maccabi Tel Aviv. Alors au début, on s'est un peu interrogé parce qu'on s'est dit oh là, c'est un gros joueur. Effectivement, c'est ce qu'il a prouvé sur ses premiers matchs. Mais là, les 2 derniers qu'il vient de faire, on comprend peut-être pourquoi le Maccabi Tel Aviv a accepté de le prêter. Il a fait une prestation assez indigne à Limoges, contre Limoges, au Palais des Sports de Beaublanc. Et le dernier match de championnat, il a fait 0 d'évaluation, 0 comme son numéro sur le maillot et aussi sa prestation. Kevin. Flop, ça m'embête de lui mettre, mais c'est Black Sheep qui a été un excellent joueur, l'un des meilleurs joueurs du championnat. Il était MVP du championnat, il a été champion de France. Face à Chalon-Reims, à un moment donné, il était dans le corner ouvert et il a tiré à 3 points, il a fait un airball. C'est symptomatique du joueur qu'il est devenu. Il est devenu moins fort qu'il n'a été. En termes de prestations, il fait quand même 7 passes, 7 rebonds, mais il a plus l'impact, il a plus la classe qu'il avait avant, et c'est dommage de le voir à ce niveau-là, alors que ça avait vraiment été l'un des meilleurs joueurs et l'un des joueurs les plus emblématiques du championnat de France. Et Cyril, on va terminer avec vous. Eh ben moi, c'est un club, c'est Antibes, parce que je comprends pas le fait d'avoir écarté le coach. Espinoza, ils l'ont fait revenir, puis pour sauver le club, il a sauvé le club, ils l'ont remplacé, puis ils l'ont rappelé, il a encore sauvé le club. L'année dernière, il fait une saison qui était pas trop mal parce qu'il a quand même des moyens qui sont pas extraordinaires. Cette saison, c'est vrai que là, c'est compliqué, mais je pense pas qu'en un an le coach ait changé complètement. Donc le coach c'est toujours le même. Il y a plutôt autre chose à mettre en question. Je pense que le coach est là, on a changé le coach et il n'y a pas plus de résultats. Merci messieurs de nous avoir accompagnés toute cette semaine. CSP Time numéro 31, c'est fini. On vous donne rendez-vous pour voir cette émission sur notre site internet lepopulaire.fr ainsi que sur notre page Facebook Le Populaire Sport. Vous pourrez commenter, partager ce à quoi nous vous invitons vivement. Merci Cyril de nous avoir accompagnés toute cette semaine. Merci. Merci messieurs. On vous donne tous rendez-vous à la prochaine émission.